Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on retrouve Areski Uzrut pour parler des arts martiaux et en particulier pour parler de pédagogie. On va parler de l'évolution des médias qui nous permettent d'apprendre les arts martiaux, que ce soit les livres, les vidéos, etc. Et on est avec Areski. Salut Areski. Bonjour Gabriel. Alors, on va parler un petit peu de l'évolution de la pédagogie et des médias pour apprendre les arts martiaux. On va faire dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. Alors d'abord, on va parler de l'enseignement au dojo. Ensuite, on va ajouter à ça les bouquins. Et ensuite, on va ajouter à ça les vidéos, ok? D'accord. Alors, j'avais une première question, puisque toi, tu es expert, tu es 7e dan en karaté, et tu as écrit de nombreux ouvrages qui sont ici sur le karaté. Donc, je rappelle que tu as écrit un livre sur les bunkai, un gros volume sur les bunkai. Tu as aussi écrit un grand volume Karaté Nouvelle Approche, le Mon Karaté Personnalisé, qui est un très bon volume. C'est le dernier, c'est le dernier celui-là. C'est le dernier paru, effectivement. Et il y avait aussi eu La vie est un dojo, qui est un ensemble de réflexions sur notre vie de tous les jours et notre pratique des arts martiaux. Il y a aussi Karaté, donc l'efficacité à portée de main, qui était un livre de réflexion sur la valeur du karaté, sa valeur d'efficacité, sa valeur pédagogique aussi. C'est ça. Donc il y avait pas mal de choses que tu as écrites, qui étaient très intéressantes au niveau pédagogique, en particulier les deux gros volumes sur la nouvelle approche du karaté et sur les bunkai. Ouais. Si tu veux, moi j'aurais aimé parler aujourd'hui d'abord de l'enseignement au dojo, de ce que tu as vu toi dans les dojos, d'évolution en ce qui concerne l'enseignement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ton propre parcours de pédagogie, on peut dire ça comme ça, dans les dojos? Est-ce que tu as vu ça évoluer? Oui, ça a évolué. Il y a deux choses. Il y a la posture de l'élève et il y a la posture de l'enseignant. Par exemple, bon, je vais prendre un cas très concret. Dernièrement, je faisais un peu une réflexion aux élèves. Je leur donnais un travail un peu libre. Là, ils préparent les grades, etc. Donc, je leur dis, bon voilà, si on n'est pas une kumité, voilà, sur telle attaque, telle attaque, telle attaque. Voilà, vous proposez une solution et vous la mettez en application. Et en fait, les gens étaient un petit peu secs, savaient pas quoi faire sur telle attaque, etc. Mais je leur dis, mais ça fait plusieurs années que vous faites du karaté. On a vu différentes situations. Constamment, je vous propose des solutions. Et là, ça fait, au bout de plusieurs années, vous me dites que vous savez pas quoi faire. Il y a un problème. Alors, c'est peut-être le paradoxe du choix. Peut-être qu'ils ont trop de choix et qu'ils savent pas lequel choisir. Ça peut être ça, mais c'est aussi l'attitude un peu passive face à l'enseignement. Et moi, ce que je leur conseille, c'est de prendre des notes, en fait, tout simplement. C'est d'avoir. Moi, dès que j'ai commencé le karaté, je prenais des notes déjà. Je prenais des notes sur ce qu'on faisait dans les cours. C'est ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire ils attendent tout du professeur, ils ne prennent pas de notes. Et quand ils arrivent, par exemple, à préparer la ceinture noire, alors qu'ils en ont fait pendant plusieurs années, ils ont plus aucun référentiel parce que ils ont plus la mémoire de ce qu'ils ont fait. Parce que il y a beaucoup de choses à retenir. Alors qu'en fait, en réalité, s'ils avaient pris des notes, ils auraient une bibliothèque dans laquelle ils pourraient faire un choix ou en tout cas s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour travailler d'une manière un peu plus autonome. La posture de l'élève, elle est importante dans le sens où, pour moi, un élève, c'est comme à l'université en fait, ou à l'école, au collège, etc. Si on est complètement passif, on attend tout des professeurs, on fait pas de travail personnel, eh ben c'est pas la même progression. C'est pas la même progression que quelqu'un qui va de l'avant, qui va approfondir un sujet en allant à la bibliothèque, qui va prendre des notes pour pouvoir plus facilement réviser avant les examens, les interrogations. Et quand on étudie le karaté, il faut, ça dépend quel est son objectif, mais si on veut progresser, il faut avoir une attitude plutôt active et non pas passive. Ce qui peut arriver, c'est que comme en karaté, il y a quand même beaucoup de techniques. Arriver au 3e, 4e dan, ça fait pas mal de techniques à retenir, pas mal. Ils ont peut-être à la fois le paradoxe du choix et à la fois, s'ils travaillent, c'est un peu la critique que faisait Musashi, tu sais, sur les styles avec beaucoup de techniques. Ils ont tellement de choix qu'ils sont paralysés au moment de prendre la décision, ils savent plus trop quoi faire. Alors que s'ils avaient que 3 techniques, ils utiliseraient une des 3 tout simplement, quoi. Oui, personnellement, dans mon enseignement, je mets un peu plus l'accent sur des principes. Bien sûr, ils apprennent des techniques, mais des principes. Par exemple, sur une attaque, la première chose à faire, c'est sortir de l'axe de l'attaque. Même si on accompagne d'une parade éventuellement, mais il faut sortir de l'axe de l'attaque. Après, il y a plusieurs stratégies. On peut passer sur le côté. Après, on peut aller plutôt de l'avant pour plutôt être dans l'anticipation. Effectivement, plus facile de retenir des principes et à partir de certains principes, ensuite, appliquer des techniques. Parce que sinon, effectivement, trop de techniques tue la technique. Du coup, effectivement, comme tu dis, on ne sait plus quoi choisir. Ouais. Et est-ce que tu as vu une évolution de ça dans les dojos quand toi-même tu pratiquais, une évolution de l'enseignement des techniques pour
pour la partie pédagogique, on va dire, de l'enseignement? Moi, dans l'enseignement, ce que j'ai vu en karaté de manière générale, c'est plutôt l'enseignement des techniques. Il n'y a pas trop de focus sur les principes. C'est-à-dire en karaté, l'idée c'est on étudie les techniques et en fait on laisse un peu l'élève par lui-même trouver quels sont les principes. Sauf que c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça demande un petit peu d'accompagnement. Alors que si on prend, on insiste plus sur les principes et ensuite, à partir de ces principes-là, on met en œuvre des techniques, je pense que c'est plus facile de construire sa pratique. En fait, quand on apprend une technique, il y a des professeurs qui insistent énormément sur le détail technique. C'est important parce qu'à travers le détail technique, on apprend à contrôler son corps, on apprend pas mal de choses. Mais après, on peut être omnibulé par ce détail. Moi, j'étais comme ça au début dans ma pratique, j'étais omnibulé par le détail et finalement, on perd de vue l'ensemble. La vue d'ensemble, c'est l'application en combat ou en self-défense ou d'autres types de combats, ça dépend ce qu'on recherche dans sa pratique. Et du coup, ça nous paralyse. Ça nous paralyse parce qu'on n'a pas le petit orteil bien placé, on n'a pas le petit doigt bien fermé, etc. Alors que, bon, le combat, c'est plus chaotique que ça. Voilà. Donc, ce qui est plus important en combat, c'est pas tellement d'avoir le petit orteil bien placé, mais plutôt, effectivement, de sortir de la trajectoire d'une attaque pour pas la prendre, de pas focaliser sur un point de détail, mais avoir une vision plus large, une vision périphérique. On le voit ça dans l'évolution de la pédagogie parce que tu sais que ce dont tu parles, le fait que les élèves soient un peu passifs, que normalement c'est à eux de chercher la solution, mais en fait on doit leur apporter parce qu'ils sont un peu passifs justement, ça vient aussi, je pense, de l'évolution de l'enseignement du karaté. Tu sais qu'au début, les jeunes gens qui pratiquaient le karaté, surtout au Japon, ils pratiquaient tous les jours. Ouais. Souvent plusieurs heures par jour. Nous, les gars, ils pratiquent 2 heures par semaine, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc déjà, il y a un investissement au niveau temps qui n'est pas le même. Donc pour trouver eux-mêmes la solution, bah, c'est plus difficile. Ou alors ça leur prendrait des années alors qu'avant, ça leur prendrait quelques mois. Et surtout, il y a aussi le fait que tu parlais du détail technique, du petit orteil qui dépasse, ce genre de choses. Moi, je pense que ça vient du fait de la concurrence des professeurs. Dans les années 50, 60, 70, il y a eu de plus en plus de profs de karaté et il fallait qu'ils se diversifient par rapport à leurs collègues, qui se mettent en avant et donc ils mettaient l'accent sur des détails qui étaient en fait insignifiants, juste pour, tu vois, se sortir du lot, pour dire voilà, moi je suis plus précis qu'un tel, etc. Et je pense que ça a fait partie d'une évolution pédagogique qui a été néfaste. On aurait dû plutôt enseigner les principes comme avant, ça aurait été beaucoup plus utile aux jeunes pratiquants. En anecdote, à une époque, quand je suivais les stages de maître Cassé, j'avais une question technique qui me taraudait. Et puis j'ai profité, bon, je voulais pas trop le déranger parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le stage. Et puis comme il passait à côté de moi, je lui ai posé la question. En fait, je lui ai dit, mais c'est comme ça ou c'est comme ça qu'il faut faire? Et il m'a regardé, il me dit, il faut faire ce qui marche. Voilà, il était très pragmatique. Pour lui, en fait, il n'y a pas de technique idéale, en fait. C'est ce que j'ai compris, il n'y a pas de technique idéale. La technique idéale, c'est celle qui s'applique au moment voulu. Il y a une problématique, on amène une réponse à un moment donné, et ça se trouve, la réponse qu'on a donnée à ce moment-là ne marchera plus jamais. C'est juste, voilà. Lui, il était très pratique, il n'était pas dans le... Pourtant, c'était un fin technicien, bien sûr, il avait une très grande connaissance, mais il laissait la liberté aux pratiquants de trouver sa solution. Et ce qui marche pour moi, marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Pour lui, là, c'était le résultat qui est le plus important. C'était un peu d'ailleurs l'idée de ton bouquin dont on a parlé, l'efficacité à portée de main, puisque en fait, c'est ça le karaté. Normalement, en karaté, le fait de faire des répétitions techniques, le fait de travailler en Kihon Nippon Kumite, Kihon Sanbon Kumite, donc sur un pas, sur 3 pas, etc. Puis en combat libre sur un pas, sur 3 pas et en combat libre tout court, en Ju-Kumite. Normalement, c'est des étapes qui permettent aux gens d'acquérir les principes qui leur permettent de faire des techniques efficaces en combat. Mais la technique, parfois, elle n'est pas exactement comme dans le bouquin, mais c'est pas grave, une technique efficace, c'est une technique parfaite, quoi. Oui, tout à fait. Pour revenir à l'aspect passif du pratiquant, ça rejoint un petit peu la vie est un dojo, c'est-à-dire il faut aussi essayer de pratiquer un petit peu quotidiennement à la maison. Ça peut être travailler sur sa respiration, ça peut être travailler sur sa détente, ça peut être répéter 1 ou 2 mouvements devant un miroir après s'être rasé ou coiffé. Mais il faut faire un petit quelque chose soi-même, tout seul. Faut pas attendre d'être au dojo parce qu'effectivement, quand on vient s'entraîner 2 fois par semaine, c'est très peu en fait. C'est vraiment très peu. Des fois, il y en a qui font qu'1 fois par semaine. C'est très peu, mais si à côté on fait quelque chose, c'est bon. Moi, je compare souvent ça, tu sais que j'aime bien la musique, et je compare souvent ça à l'apprentissage du piano ou de la guitare. En réalité, si tu veux apprendre, disons, le piano, et que tu fais 1 heure par semaine
chez un prof et qu'après quand tu rentres chez toi tu fais rien, bah dans 10 ans on y est encore. Ouais, non, ça marche pas. Parce qu'il y a le corps a besoin d'un travail récurrent, régulier pour ancrer les choses. Et c'est vrai que bon, on reparlait de technique tout à l'heure. Le but c'est pas de connaître quoi. Une technique, c'est juste un support, c'est juste un moyen. À un moment donné, il faut que la technique elle devienne naturelle, il faut qu'elle soit automatisée pour ensuite en faire usage. Mais si on en reste au stade de décrypter la technique, de se dire il faut que je lève le bras comme ceci, je vais mettre la main comme cela, etc. Ça c'est le b.a.-ba. Disons que pour un débutant, vraiment débutant, entre la ceinture blanche et la ceinture bleue, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire qu'il faut se dire il faut que je fasse comme ci, comme ça. Mais après, il faut déjà commencer à se dire bon, je connais les principes, il faut maintenant les appliquer quoi. C'est ce qu'il faut faire, mais il faut un travail de fond pour que le corps l'intègre et qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de se poser beaucoup de questions pour faire tel ou tel mouvement. Il faut que ça rejaillisse assez naturellement. Et ça demande quand même un travail personnel parce que quand on fait deux entraînements au dojo par semaine, il y a des thèmes dans le cours, mais il faut quand même faire un petit peu de kata pour pas qu'ils oublient les katas. Il faut quand même qu'ils travaillent les coups de pied parce que les coups de pied, sinon ça va pas aller. S'ils n'ont pas fait de coups de pied pendant un mois, ça va être un peu compliqué. Il faut faire du travail bien sûr à deux, du travail codifié, du travail un plus libre. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. S'il n'y a pas un travail personnel derrière, c'est un petit peu compliqué. Faudrait qu'ils viennent tous les soirs au dojo, pratiquer 1h30 tous les soirs. Oui, c'est le travail personnel. Personnellement, quand j'ai commencé le karaté, tous les matins, avant d'aller à l'école, je faisais 20 minutes, 30 minutes d'entraînement. Je faisais des pompes, je faisais des coups de pied, je faisais des techniques. Et puis après, voilà, je partais à l'école. Et pourtant, j'avais déjà 4 entraînements collectifs dans la semaine. Donc c'est sûr que c'est pas le même régime quand on s'entraîne tous les jours que quand on s'entraîne une ou deux fois par semaine. Voilà. J'avais fait un peu la même chose quand je faisais des arts martiaux au début. Je faisais un programme que j'avais appelé tous les matins du monde où tous les matins je répétais les techniques parce que c'est comme ça qu'on apprend quoi. Mais à ça, justement on va rentrer dans le vif du sujet, à ça se sont ajoutés à un moment les bouquins qui ont pris une place importante ces dernières années, enfin surtout à partir des années 70-80, les bouquins dans les arts martiaux ils ont commencé à vraiment prendre une place importante dans la pratique. Les gens avaient à la fois des livres qui servaient d'aide-mémoire, des livres historiques, ils avaient aussi des livres techniques vraiment pour perfectionner leur technique, donc où ils apprenaient vraiment plus dans les livres. Et c'est vrai que de nos jours, bon maintenant il y a les vidéos et tout, mais de nos jours il y a quand même des bouquins techniques qui sont encore des références, par exemple les bouquins de Maître Cassé. Tiens d'ailleurs aussi, il y a aussi les ouvrages pour les katas de Stéphane Fauchard par exemple. Donc il y a pas mal de livres techniques qui font encore référence et qui viennent s'ajouter, compléter, on va dire, l'enseignement du professeur. Et parfois, ça peut être un élément intéressant au niveau pédagogique pour le professeur. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de l'évolution de cette chose-là, d'avoir ajouté les livres au professeur? Est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est utile? Déjà, je veux revenir un tout petit peu sur le rôle du professeur. Le rôle du professeur a énormément évolué depuis les années 70 où j'ai commencé le karaté. Aujourd'hui, les professeurs sont quand même plus à même de méthodes pédagogiques. Il y a quand même une approche pédagogique beaucoup plus intelligente. Et voilà, il y a beaucoup de professeurs maintenant qui font quand même, qui proposent un enseignement de qualité. C'est pas juste de la répétition, je dirais un peu bête comme on faisait autrefois. Voilà, les professeurs amènent des éléments, ils essayent de comprendre, ils amènent un cheminement pédagogique pour amener les élèves à réussir. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux différentes formations, grâce aux livres aussi, que les professeurs, l'enseignement a beaucoup évolué. Ce qu'on voit dans les dojos en termes d'enseignement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu à mes débuts. Pour revenir aux livres, c'est sûr qu'il y a une pléthore de livres, il y en a pas, oui, il y en a beaucoup, qui permettent effectivement de chercher des informations, d'avoir des références techniques ou des pistes de réflexion, que ce soit pour l'élève ou pour le pratiquant, et surtout d'entretenir la motivation. Ouais. Parce que c'est la difficulté dans la pratique. C'est-à-dire au début, bon, on est tout feu, tout flamme, bon, ça va. Mais après, sur la longueur, il faut entretenir la motivation. Et le fait de lire des livres, le fait de lire des magazines, des articles, ça entretient la motivation dans le sens où on se dit ah ouais tiens ça c'est intéressant, ah bah c'est ce que je fais, ah bah c'est pas ce que je fais, bien pourquoi. Éventuellement ça peut amener l'élève à poser des questions au professeur en disant bah voilà moi j'ai vu ça dans tel livre, qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est bien que ça engage et puis engager aussi une conversation. Moi je sais qu'il y a
je parlais avec mes camarades d'entraînement en disant « Ah bah tiens, j'ai lu tel livre, est-ce que tu le connais ?» Dedans, il parle de ceci, il parle de cela. Ça crée de l'émulation au dojo aussi. Ouais, ça crée de l'émulation. Surtout en plus quand on tombe sur des gens qui ont à peu près la même démarche, qui lisent peut-être autre chose, et donc du coup qui donnent envie de partager les lectures. C'est très motivant. Et puis dans ces années-là où tu as commencé, il y avait surtout, je crois, les livres de Roland Abersetzer qui étaient connus. Il y avait Abersetzer, il y avait les livres. Après il y avait les livres en anglais, hein, les best karaté de Nakayama. Ah ouais, oulala, t'as eu ça, oui, ça date. À l'époque, ils vendaient ça à la Montagne Sainte-Geneviève. C'était en anglais, mais bon, comme c'est surtout de la description technique, c'est pas trop compliqué. Ils avaient fait une petite traduction qui accompagnait le livre, une traduction en français. Ouais. Et c'est vrai que c'était des livres qui servaient beaucoup, je pense, à l'origine. Les livres venaient s'ajouter à l'enseignement du prof pour servir simplement d'aide-mémoire. Oui, c'est ça. Ouais. À l'origine, c'était ça. Et puis petit à petit, on a compris que les grands auteurs, les grands techniciens pouvaient faire des livres très pointus au niveau technique et que donc ça pouvait ajouter une masse de connaissances à destination des professeurs eux-mêmes, pas simplement des pratiquants, mais aussi des professeurs. Et on a eu donc des livres qui décrivaient l'ensemble des katas du karaté Shotokan, par exemple, jusqu'aux katas très 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 pointus. Et ça, je pense, c'était une deuxième phase dans les années fin 70, début 80. Et ensuite, après ça, il y a une troisième phase, et je crois que celle-là, tu l'as bien connue, c'est des livres de réflexion. Avec des livres à la fois philosophiques, historiques, pas seulement sur le karaté d'ailleurs, mais aussi sur le judo, sur les arts martiaux en général. Ça a été des bouquins qui ont beaucoup changé, je pense, la valeur du dojo lui-même. Parce que les profs, avant, ils enseignaient que la technique. Oui, parce que c'était comme ça. Il y a eu les livres de Kenji Tokitsu, à apporter une autre dimension de réflexion sur les origines du karaté, le sens des techniques, etc. En tout cas, il posait des questions, c'était intéressant. Je vois que la pédagogie a évolué aussi avec les bouquins, parce que moi, par exemple, j'avais lu une histoire qui m'avait beaucoup marqué et ça avait modifié ma façon de fermer le point. Tu la connais peut-être, c'est cette histoire que raconte Maître Cassé, où il dit que quand il a commencé à s'entraîner, il allait chez Maître Funakoshi, donc le père, Gishin Funakoshi, et que Funakoshi fermait encore le point de la manière traditionnelle avec une phalange qui restait tendue dans la fermeture du point. Et il frappait comme ça au makiwara, etc. Bon, c'était la manière traditionnelle. Et par contre, son fils, Gigo, donc Yoshitaka en japonais, frappait avec le poing comme en boxe anglaise, fermé comme on ferme le poing de nos jours. Et quand il est allé s'entraîner chez le fils, il fermait encore le poing à la manière du père. Et le fils lui a dit « Mais qui vous a montré cette manière de fermer le poing? C'est n'importe quoi, il faut fermer le poing normalement. » Et quand Kase lui a dit « Mais c'est votre père qui m'a montré », Gigo il savait pas trop quoi répondre. Il a dit « Ah bon, si c'est mon père, ça va, mais faites quand même comme je vous dis. » Quand je l'ai lu, ça a modifié ma façon de pratiquer. Je me suis dit « Tiens, pourquoi il fermait comme ci, comme ça? Est-ce que ça frappe mieux? Est-ce que ça change quelque chose ?» Et ça a vraiment modifié ma façon de travailler. Et je pense que les livres, même les livres philosophiques ou historiques, ils ont dû influencer la manière de faire de certains profs. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que le fils Funakoshi l'avait appris quand même avec son père, et donc il devait connaître cette méthode de fermer le point. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça fait réfléchir sur l'intérêt d'une forme et d'une autre. Je pense que, surtout pour ce qui concerne Maître Cassé, toutes les histoires, toutes les choses qu'on a à propos de son parcours, en particulier par le biais de Maître Lavurato, qui maintenant est 10e dan, il a beaucoup fait d'interviews, il a parlé de l'enseignement de Maître Cassé. Ça nous montre que la pédagogie aussi a évolué, parce que Maître Cassé, quand il est arrivé en France, je crois que c'était en 1968, déjà c'était un niveau très 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 élevé qu'il a amené en France, avec les stages de Saint-Raphaël, etc. Il enseignait beaucoup. Et je pense que cet enseignement ajouté aux nouveaux bouquins, ça a beaucoup modifié la façon de faire des professeurs. C'est sûr que dans un cours, dans une séance, on ne peut pas tout enseigner. Je veux dire, il y a des aspects de réflexion, voire même de philosophie, etc., qu'il faut acquérir un peu par soi-même. Déjà parce que le professeur, c'est pas spécialement, c'est juste un professeur, c'est pas non plus un gourou dans le sens noble du terme, hein, comme on dit en Inde, la personne qui peut vraiment guider sur ce plan-là. Souvent, le professeur, c'est même si son niveau technique est très élevé, ça reste un technicien, je dirais, d'une certaine manière. C'est pas un sage, c'est pas quelqu'un spécialement d'éveillé qui va pouvoir te guider sur un plan philosophique. Donc ça, c'est une démarche plutôt personnelle. Et effectivement, les livres peuvent aider dans ce cadre-là. Pareil pour les connaissances historiques. Le professeur, il va pas passer son cours à expliquer
l'histoire des arts martiaux, du karaté. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de connaissances et voilà, le cours c'est pas non plus une conférence, donc on aura beaucoup plus de choses précises dans des livres faits par des gens dont c'est le métier, je dirais. Le professeur peut donner quelques grandes lignes, mais après c'est pas vraiment, je dirais, son rôle d'aller aussi profondément, quoi. Et du coup, on a parlé au début de l'interview de l'évolution de la pédagogie. Donc effectivement, si je reviens sur ce qu'on a dit avant, la pédagogie, elle a aussi évolué avec les livres parce que à partir du moment où il y avait des livres, déjà les gens ils pouvaient s'entraîner à la maison en répétant, ça faisait des aides-mémoire. Donc s'ils ne se souviennent plus d'une phase d'un kata ou de quoi que ce soit, ça pouvait faire office d'aide-mémoire et les aider à réaliser les katas seuls. Pareil pour les Kihon, les techniques, etc. Ouais. J'ai aussi, évidemment, comme toi, vu des gens qui s'entraînaient à deux en suivant les conseils d'un bouquin. Donc sur Kihon Nippon Kumite, par exemple, ils regardent dans le bouquin, bon, sur telle attaque, je fais ça. Bon, ils essayent à deux, voir ce que ça fait. Moi, j'ai appris les bases du Wing Chun comme ça, par exemple. D'accord. Il y avait un livre que je dois avoir par là, sur le Wing Chun. Celui-là, tu vois. C'est un peu pareil, c'est des exercices à faire à deux, c'est du trapping, mais c'est ça. En fait, c'est le même principe que karaté et tous les arts martiaux, c'est-à-dire sur telle attaque, vous faites telle technique et puis tu répètes jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. Et donc, on peut apprendre un peu avec les livres, mais il faut absolument un professeur parce que le livre ne donne pas tous les détails, n'explique pas ce qu'on fait de mal, ne corrige pas en direct, etc. Donc ça peut être un élément d'apprentissage. Qu'est-ce que tu en penses? Le professeur, c'est la clé de voûte de l'apprentissage. Il faut trouver un professeur, de préférence un bon, je veux dire dans le sens, quelqu'un qui nous convienne. Il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin qu'en bas de chez soi. Voilà, moi j'ai des élèves qui viennent, ils disent bon voilà, moi j'ai visité 3-4 clubs, j'ai essayé, voilà, je pense que c'est ici que j'ai envie d'apprendre. Voilà, il y a des gens qui font vraiment une démarche déjà active et c'est des gens qui n'ont pas pratiqué spécialement au départ. Et puis la plupart des gens, bon voilà, ils vont dans le club qui est à 5 minutes de chez eux, hein, le club de la ville, le plus proche. Après, quand c'est des gens qui ont déjà pratiqué, là effectivement, ils font une démarche parce que ils ont envie soit de retrouver quelque chose qui correspond un peu à ce qu'ils avaient pratiqué avant, mais bon, on retrouve jamais la même chose. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ou soit quelque chose de plutôt complémentaire, en disant ben bon, voilà, j'ai travaillé plutôt dans cette voie. Mais là, ce sont plutôt dégradés, des gens qui ont déjà pratiqué. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué quand j'avais fait mes recherches sur le karaté, c'est que les gens font des recherches par style. Donc, s'ils ont pratiqué le Shitoryu, par exemple, ils vont chercher dans leur ville un club de Shitoryu, s'ils ont changé de ville entre-temps. Ouais. Et parfois, contraints et forcés, ils changent de style. Par exemple, un gars qui aurait pratiqué, je sais pas moi, le Sankukai, et qui, 20 ans après, reprend le karaté parce qu'il se dit, tiens, pourquoi pas? Il a changé de ville ou il a changé d'adresse et puis il trouve un club de karaté pas loin de chez lui. Il finit par pratiquer, je sais pas moi, le Shotokan, par exemple. Ouais. Et puis finalement, il se dit, tiens, ah bah, c'est pas si mal. Et ils finissent par... Alors, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont toujours une technique qui est hybride, on va dire, entre les deux styles. C'est très difficile pour eux de revenir sur des années de répétition technique. C'est ancré, quoi. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que bah, du coup, les gars, là, c'est les premiers à acheter des bouquins. Ouais. C'est-à-dire c'est les premiers à se dire, bah, du coup, c'est pas comme ce que j'ai fait avant, il me faudrait peut-être un bouquin pour comprendre, etc. Et souvent, j'ai remarqué que les gens qui changent de style achètent beaucoup plus de livres que les gens qui ont fait toute leur vie le même style. J'avais rencontré des gars du Wadoryu ici sur la Côte d'Azur et des gars du Kyokushin et j'ai vu une grosse différence entre les gars du Wadoryu et les gars du Kyokushin. Les gars du Wadoryu, très souvent, ils avaient pratiqué toute leur vie le Wadoryu parce que c'est arrivé en France très tôt. Et ils avaient un bouquin parfois. Les gars du Kyokushin, souvent, ils ont changé de style pour le Kyokushin. Ouais. Et comme le Kyokushin, il faut être honnête, c'est un peu une secte, ils ont souvent les bouquins d'Oyama, les bouquins du Kyokushin, les DVD. Bon, ils ont toute la panoplie du parfait pratiquant. Et j'ai remarqué une vraie différence d'investissement au niveau des bouquins dans ce cadre-là. Et je pense que les changements de style, ça fait des gens qui achètent plus de bouquins. Et pour revenir un petit peu aux professeurs, parce que quand je faisais la formation des professeurs de karaté, je leur disais, lisez des livres, parce que les élèves, eux, lisent des livres et ils vont venir poser des questions. Si vous n'avez même pas quelques éléments de référence, je ne dis pas d'avoir la réponse à tout,
mais quelques éléments de référence pour orienter les élèves, ça va être un petit peu gênant. Les élèves vont en savoir tellement plus que le professeur, en tout cas sur l'histoire du karaté, sur les aspects philosophiques, sur il y a un moment donné, il y a un décalage qui est pas normal. En général, quand les profs ou les pratiquants discutent avec moi, et bon, ils savent que je dirige la chaîne de Budo Édition, etc., que je présente les bouquins. Des fois, ils me demandent par quel bouquin commencer. Et il y en a beaucoup. Alors pour les karatékas, en général, j'en conseille 2 ou 3. Tu vois qu'ici, il y a les bouquins de Funakoshi. Voilà, ça c'est les 3 qu'on peut lire chacun en une soirée. C'est-à-dire celui-ci, l'essence du karaté, celui-là, Karaté-Do, ma voix, ma vie, qui est sa biographie, et celui-ci, les 20 préceptes du karaté. Sans rire, ça peut faire une soirée chacun. Il coûte pas cher, il y a l'essentiel de pratiquement tout ce qu'il faut savoir sur le karaté japonais. Et après, si vraiment les gars veulent aller plus loin et connaître l'histoire du karaté en France, il y a le très bon livre de Guy Sauvin qui est par là. Voilà, Histoire du karaté français, le livre de Guy Sauvin qui est excellent sur l'histoire du karaté en France. Et là déjà, avec 4 livres qui coûtent pas cher, c'est même pas l'ensemble des 4, je crois que ça doit même pas faire 50 €. C'est tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire du karaté en France et sur le karaté en général. Donc là, si on est professeur, ça me semble être un investissement minimum en fait. Le professeur, il n'est pas censé tout savoir, mais effectivement, il doit être un bon conseil. Quand on va dans une librairie, voilà, on peut demander au vendeur ce qu'on recherche, ce qu'on aime, et il peut nous orienter vers certains livres. Et c'est sûr que le gars aura pas lu tous les livres de sa librairie, mais il a une connaissance suffisante pour te guider vers ce qu'il te faudrait. Et le professeur, il doit pouvoir guider ses élèves sur des livres historiques, sur des livres techniques qui sont en rapport par rapport à sa pratique à lui, parce que voilà, si vous faites du Shotokan, tu vas orienter tes élèves vers des livres de Shotokan pour réviser les katas, par exemple, des choses comme ça. Mais le professeur, il faut qu'il ait lu des livres, il faut qu'il ait une certaine connaissance, et il faut qu'il ait la possibilité de conseiller, d'orienter un petit peu les élèves, même s'il n'a pas lu tous les livres, effectivement. Donc oui, les livres, ils nous ont permis d'avoir une compréhension plus grande en ce qui concerne l'histoire, la philosophie, les aspects culturels du karaté. Le professeur au dojo, il est garant de la technique, comme tu l'as dit, le professeur, c'est la clé de voûte. Et puis, il y a les aides-mémoires techniques, les livres, par exemple, les tiens déjà, pour commencer, les livres de, par exemple, Stéphane Fauchard. Alors justement, là, on a assisté ces dernières années à une évolution des livres, et c'est la deuxième partie de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire des livres. Alors, est-ce que j'en ai un ici qui va bien, livre de Stéphane Fauchard, voilà. Donc, des livres sur le karaté qui présentent parfois des QR codes. Donc le livre associe à la fois l'aspect technique avec les images et les descriptions techniques, les photographies, etc. Et puis il y a aussi les QR codes avec des vidéos qui sont insérées. Et donc pour les pratiquants de la nouvelle génération, si on peut dire ça comme ça peut être très intéressant parce qu'ils sont habitués à évidemment utiliser leur téléphone, scanner les QR codes. Qu'est-ce que tu en penses de ces évolutions ? C'est super intéressant parce que c'est vrai que la limite du livre, la limite de l'image, c'est qu'on voit pas le mouvement. Même si les images sont bien faites, il y a un moment donné, quand on découvre certaines techniques, certains enchaînements, et notamment par exemple pour les bunkai, avoir une vidéo, c'est super bien. C'est super bien. Et jusqu'à maintenant, c'était soit le livre, soit la vidéo. Soit la vidéo. Maintenant, on peut avoir les deux. Et maintenant, on peut avoir les deux. Et je trouve que c'est quand même un super enrichissement. C'est sûr que ça donne au livre une autre dimension. Et du coup, c'est plus soit le livre ou la vidéo, c'est les deux. J'ai regardé un petit peu les derniers ouvrages parus, en particulier les ouvrages de Stéphane Fauchard, qui sont très bien faits à ce niveau-là, au niveau de l'hybridation entre la vidéo et les aspects techniques classiques dans les bouquins présentés sous la forme de photos, etc. Moi, je trouve que ça donne une vraie plus-value pour deux raisons. En fait, dans les livres, ce qui manquait avant, c'est les transitions entre les mouvements. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu vois un mec en position Gedan Barai, etc. Puis tu vois l'image d'après, tu vois sur la position finale de Oitsuki,
mais t'as pas vu le déplacement, l'évolution de la position des bras, etc. Et ça, c'est vrai que l'avoir sous forme de vidéo, c'est quand même c'est une plus-value qui est énorme par rapport à ce qu'on avait avant. Je me rappelle qu'à l'époque, Kanazawa avait filmé en VHS, donc ça remonte à il y a un petit moment. Il avait filmé en VHS à la fois les katas et à la fois du Kihon Ippon Kumite. Et on les retrouve un peu sur YouTube d'ailleurs. La qualité est relative, disons. Mais la technique, le fond, était excellente. La technique de Kanazawa. Et si on avait eu ça à l'époque dans les bouquins, si on avait pu scanner le truc et avoir la vidéo, on aurait été tous comme des fous en fait. Donc ça, c'est une évolution qui, je pense, est intéressante. C'est sûr que les vidéos, c'est quand même très intéressant. Avant, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'enseignants qui connaissaient les katas, etc., il y en a beaucoup qui découvraient les katas en regardant les livres. Et il y avait beaucoup d'erreurs justement dans le problème des transitions. C'est-à-dire que d'un mouvement à un autre, en fait, on savait pas trop comment il fallait faire pour. Par exemple, moi, j'ai commencé à apprendre le karaté dans les livres quand j'étais gamin. Il y avait une technique, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. C'était le coup de pied, le Yokogiri Kage. C'est le coup de pied de côté en remontant. Fouetter en remontant. Et j'avais demandé à un copain, à mon frère qui faisait du karaté, qui était ceinture marron. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ce coup de pied, etc. Et en fait, il m'a montré un truc, c'était pas du tout ça. Mais en fait, parce que sur les livres, j'avais le livre Le karaté en 12 leçons, et puis j'avais le livre d'Aber Setzer, le marabout du karaté, et je comprenais pas. Avec mes connaissances de l'époque, j'arrivais pas à visualiser ce qu'il fallait faire. Et là, il m'a fallu attendre longtemps avant qu'un professeur m'explique le Yokogiri Kage. Et là, une vidéo m'aurait aidé. Je ne sais pas si j'aurais su reproduire. Une vidéo m'aurait aidé parce qu'au moins j'aurais visualisé le résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un livre, c'est très difficile. Voilà. Même par exemple dans Aber Setzer, il fait super bien ses dessins. Il y a une flèche qui remonte. La flèche, elle ne décrit pas le mouvement. Ouais, c'est vrai que le livre a quand même un aspect limité. Alors, ce qui est bien avec les livres, c'est quand on connaît déjà la technique, qu'on se rappelle plus de l'exécution ou par exemple d'un kata, ça c'est facile parce que ça nous sert d'aide-mémoire. Par contre, quand il faut apprendre une nouvelle technique, là c'est beaucoup plus difficile en réalité. Moi, ce que j'ai vu, c'est, tu sais que ces dernières années, avec l'évolution de YouTube, il y a plein de jeunes gens, même pas que sur YouTube, d'ailleurs maintenant sur TikTok, Instagram, etc. Il y a plein de gens qui font des vidéos à destination pédagogique pour apprendre le karaté, la boxe. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de jeunes qui apprennent, qui essayent d'apprendre en tous les cas le karaté, la boxe, exactement comme toi et moi dans les bouquins. Et eux, maintenant, ils essayent avec les vidéos. Alors évidemment, avec la vidéo, c'est un peu mieux parce qu'on voit vraiment le mouvement. Par contre, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à mon avis, tant qu'il n'y a pas un prof pour nous corriger, on va faire des conneries au niveau technique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, rien ne remplace un professeur. C'est comme pour apprendre une langue étrangère. C'est bien d'apprendre tout seul, mais à un moment donné, si on n'a pas un professeur ou quelqu'un de la langue pour nous guider, on va parler une langue qui est tout autre. Donc voilà. Et puis le professeur, il permet aussi de bien cadrer les choses. Ça permet de progresser plus vite en ayant des bons repères, je dirais, d'une certaine manière. Ouais, mais je pense que la différence entre le prof au dojo et tous les autres médias d'enseignement, que ce soit les vidéos ou les bouquins, c'est le fond. Oui. En fait, les livres et les vidéos ne peuvent nous montrer que la forme, ne peuvent pas nous donner le fond, ne peuvent pas nous transmettre l'idée derrière les mouvements. Il n'y a que le prof qui peut vraiment faire ça. Et puis on peut s'éparpiller, quoi. Je veux dire, il y a aussi beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais pour faire le tri, c'est pas évident quand on n'a aucune connaissance et quand on n'a personne pour nous guider, quoi. Le professeur, c'est le fil conducteur. Il va pouvoir conseiller. Par exemple, moi, j'ai des élèves qui essaye des fois d'apprendre des katas avec une vidéo. J'ai un élève c'était un kata le problème c'était un kata d'armes, un kata de sai. Et je lui dis arrête parce que là tu fais n'importe quoi en fait. Sur la vidéo, tu ne vois pas ce qu'il faut faire. Surtout avec le maniement des armes, voilà, c'est très difficile. C'est pas ça du tout. Bon, il se trouvait que ce qu'il voulait apprendre, c'est quelque chose que je connaissais. Je lui dis, il vaut mieux que je te l'apprenne parce que là, tu es en train d'acquérir des défauts. Et de les répéter. Et de les répéter. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses, mais il faut savoir faire le tri
et savoir l'utiliser. Ce sont des outils, mais comme chaque outil, il faut les utiliser à bon escient. Quand c'est en aide-mémoire, c'est bien. En aide-mémoire, c'est bien parce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Quand c'est pour apprendre, ça peut être bien s'il n'y a pas d'autres solutions. Mais le problème, c'est que les vidéos sont pas toujours pédagogiques. Je pense par exemple pour les katas, on te montre un kata, mais il faut que tu reproduises, il faut que tu fasses un effet miroir pour reproduire le mouvement. C'est pas évident, c'est pas comme au dojo. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas les corrections, il n'y a pas les explications. Surtout, il n'y a pas le pourquoi du comment. Le niveau, c'est le niveau antique de l'apprentissage, si tu veux. Tu sais, dans les arts martiaux japonais en France, au début, on a juste essayé de reproduire les mouvements que faisaient les Japonais. Et en fait, quand on reprend les vidéos seules, en essayant d'apprendre, on revient à ce niveau-là. On a juste le niveau 0 de connaissance et on essaye juste de reproduire les mouvements sans savoir ni pourquoi, ni dans quelle direction est dirigée la force, ni comment sont les appuis, ni comment sont les transitions. Enfin, c'est le degré 0 de l'apprentissage, quoi. Et puis, il y a l'adaptation aussi. Parce que moi, je regarde des vidéos, par exemple, pour la souplesse ou des exercices de mobilité. Et je regarde des vidéos, je dis « Ah, c'est super, je vais le faire ». Mais sauf que j'ai pas le quart de la souplesse du mec ou de la nana, ou de la fille qui est sur la vidéo. Et je me dis « Mais j'arrive pas ». Et donc, du coup, je suis coincé et dégoûté. On n'a pas parlé des capacités physiques aussi, parce que des fois, ça nécessite des capacités physiques. Voilà. Et donc, si j'avais peut-être si la personne était en face de moi, la même personne, parce que je pense qu'elle a des compétences, elle me dirait, non, mais toi, pour ton niveau, déjà, il faut que tu fasses ça, tu vois. Il faut que tu passes par cette étape-là. C'est dans ce sens-là, les vidéos sont pas toujours pédagogiques parce que la personne elle va te faire un exercice de souplesse, mais elle est déjà souple comme un élastique. Donc c'est sûr qu'elle fait des choses, c'est le cercle de Pékin, quoi. Toi, quand t'as pas cette souplesse-là, c'est pas pareil. Pareil pour les exercices de force. Le mec qui va te montrer un truc avec un kettlebell qui fait 20 kilos, toi t'arrives même pas à soulever celui qui fait 10 ou 8 kilos. Alors donc voilà, il faut adapter aussi les exercices en fonction du niveau, des capacités de la personne. Et quand on enseigne, il y a des gens, il y a des choses qu'ils sont pas capables de faire à cause ils ont des limitations physiques pour le moment. Ça peut se développer. Et en tant que professeur, on se doit de les aider à faire un mouvement qui reste dans l'idée de ce qui est recherché, mais en adaptant. Ça peut être la trajectoire, ça peut être le niveau. Ça, on le voit beaucoup dans les dojos ces derniers temps avec tu sais que maintenant les karatékas, il y a aussi du 3e âge dans les karatékas. Oui, bien sûr. Et donc on le voit beaucoup ça. Moi, je l'ai vu pour les karatékas qui sont âgés, qui peuvent pas faire des Yoko-Geri, Jodan, c'est ce qui est compréhensible. Ils font des coups de pied bas, ils modifient un peu les techniques de manière à pouvoir les faire correspondre avec leur capacité physique, ce qui est en fait l'objectif du karaté. Chaque personne doit avoir son propre karaté personnalisé, ce qui me rappelle le titre d'un bouquin. C'est ça. Donc, mais c'est vrai, parce qu'en réalité, le karaté, c'est un art martial qui est censé, c'est pas un art martial qui est rigide, c'est un art martial qui est censé montrer aux pratiquants comment il doit faire pour avoir une base technique, et ensuite c'est au pratiquant d'adapter cette base technique à lui-même. Oui, donc alors c'est vrai que quand on a pratiqué toute sa vie et après on rentre dans le 3e âge, on sait ce qu'il faut faire, on sait quel est le sens de la technique, puis on l'adapte petit à petit au fur et à mesure, parce qu'on perd pas, on diminue pas de capacité du jour au lendemain, c'est progressif. Par contre, effectivement, quand on commence le karaté, j'ai déjà eu des élèves qui commençaient à 70 ans, par exemple. Si c'est une personne qui a un passif sportif ou pas, en fonction de ses capacités, il faut pouvoir l'orienter vers une pratique quand même qui soit saine, qui lui fasse du bien, et puis qui soit encourageante, motivante, parce que sinon, les personnes vont se dégoûter, elles vont se dire bon moi je vais faire une autre discipline, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, on peut pratiquer, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, c'est juste une question d'adaptation et puis d'objectif. Ça d'ailleurs, c'est un peu français comme pédagogie, parce que je me rappelle avoir interviewé des professeurs japonais quand j'avais fait mes recherches sur le karaté, et ils me disaient qu'en France et au Japon, ça n'a rien à voir, et ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, ils me disaient au Japon par exemple, on fait souvent Senbon-tsuki, c'est-à-dire ils font 1000 tsuki dans un entraînement, et puis ils rentrent à la maison, et puis c'était ça l'entraînement. Et en fait, eux, ils partent du principe que vraiment, que le prof, il doit rien expliquer du tout, que c'est à l'élève de trouver tout seul, et que c'est simplement par la répétition technique qu'au bout d'un moment, l'élève, il va se poser des questions, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il a plus envie d'être là. Au bout du 1000e tsuki, je pense que t'as plus, déjà au bout du 500e, t'as pas envie de continuer. Mais tu te poses des questions et tu te dis pourquoi je fais ça, et tu trouves par toi-même. Alors qu'en France,
on a vraiment une pédagogie, surtout en judo, en karaté, on explique les choses. Au Japon, je crois qu'ils font pas du tout comme ça. Mais les Japonais viennent voir ce qu'on fait. Par exemple, dans le judo, il y a eu une inversion des rôles. Ouais. Voilà, dans le judo, par exemple, ils s'intéressent à la pédagogie française parce que ils voient que ça apporte des résultats. Après, la pédagogie japonaise, quoi, c'est sur le plan martial, c'est pas bête non plus. Quoi, je veux dire, sur le plan martial, en fait, il faut pas donner tout cuit à la personne. La personne, elle doit faire un travail personnel. Et elle doit trouver par elle-même. Elle doit trouver son chemin, en fait. Et le professeur, il est juste là pour montrer, pour guider, pour dire, voilà, il faut aller par là. Au bout du chemin, la personne qui a fait son dégrossissage technique, je dirais, par la répétition, par le travail sur lui-même, sans trop d'aide, je dirais, du professeur, si la personne persiste, continue à pratiquer, c'est tout là le problème. À la fin, ça fait un pratiquant avec peut-être un mental plus aguerri et une pratique qui lui est vraiment personnelle parce que du coup, il s'est modelé lui-même. Oui, c'est la pédagogie confucéenne, c'est-à-dire il faut soi-même se forger, soi-même faire l'effort d'eux. C'est très différent. Effectivement, on a parlé de la passivité des élèves dans les dojos. Au Japon, c'est l'inverse. Les élèves, ils doivent être actifs, ils doivent avoir envie. En général, c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus passif. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je ne rejetterai pas cette approche pédagogique. La seule chose, c'est qu'elle est très vite démotivante pour beaucoup de pratiquants et que à l'époque, il n'y avait pas, et quand on fait comme ça, il reste pas grand monde dans le dojo. Il y avait de la sélection naturelle. Oui, c'est ça. Tu arrives au mois de septembre dans le dojo, il y a 200 personnes. Ouais. Tu reviens fin octobre, bon, ils sont 30, c'est déjà pas mal. Moi, je suis plutôt pour donner le goût aux gens, que les gens aient envie d'aller plus loin, même s'ils arrivent, bien sûr, ils ont du mal à maîtriser ce qu'ils font. Et après, une fois que les gens ont le goût, ils sont plus à même de fournir des efforts, de faire des répétitions, faire un travail un peu plus ingrat, je dirais, pour avancer. Moi, je me souviens, au début, l'enseignement, c'était d'abord, tu arrivais, tu faisais les positions. Une fois que tu arrivais à faire une position. Moi, je pense que dans le futur, ce sera encore plus que ce qu'on a connu, parce que on a eu d'abord que les profs. Ouais. Ensuite, on a eu les profs avec les livres. Ouais. Maintenant, on a les vidéos. S'il faut, dans le futur, on aura les hologrammes. Hein. Tu auras l'hologramme du gars dans la pièce en train de faire le kata. Toi, tu te mettras toi-même dans l'hologramme et tu essaieras de ne pas sortir, de faire exactement au même moment que lui, les mouvements et tout. Dans le futur, il y aura les hologrammes, il y aura des robots. Est-ce que ce sera mieux, d'après toi? Ça donnera plus de possibilités de pratiquer. Par exemple, si on a un hologramme ou un robot qui nous permettent de faire du travail à deux, parce qu'en fait... ou de travailler ses bunkai, etc. Ça sera un plus. On pourra travailler le timing, des choses comme qui sont importantes. Ouais. Ça apportera quelque chose. Mais bien sûr, ça remplacera jamais tout. Et comme on disait au début, ça apportera de la motivation. On parle un peu du futur de l'enseignement. Moi, je pense que, tu vois, je suis historien. Oui. Et je vois que les gars qui étaient à la fac avec moi, certains jouaient à des jeux vidéo. Ouais. Qui reprenaient des périodes historiques, des jeux vidéo de stratégie. Et ils avaient une grande connaissance de la période, justement parce qu'ils avaient passé beaucoup de temps à jouer à ces jeux-là. Ouais. Et j'ai vu, tu dois connaître un peu, tu sais, avec les nouvelles technologies, maintenant tu as du motion control, donc tu peux contrôler par exemple comme avec la Wii, tu peux contrôler un peu les mouvements du personnage que tu diriges à l'écran et tout. Et il y avait déjà à l'époque de la Wii des jeux de boxe, des jeux de karaté. Et je pense qu'à l'avenir, les jeux vidéo vont avoir une partie pédagogique qui va être très importante, beaucoup plus que maintenant. Et on pourra apprendre énormément de choses avec des jeux vidéo. Bon, moi j'ai des idées futuristes, tu vois, mais je me dis, tu mets un gant connecté, tu mets 2 gants connectés, tu les enfiles, et puis tu peux faire du karaté en direct dans ton jeu vidéo. Mais les gars, ils vont devenir monstrueusement bons parce qu'ils vont apprendre en s'amusant. Ouais. Et ils vont avoir le sens du timing, des esquives, etc. Ouais, il suffit d'avoir quelques capteurs connectés sur soi et tu peux jouer en réel presque. C'est ce qu'on voit avec les simulateurs de vol. Et il y a des simulateurs de vol très très performants qu'on peut avoir chez soi. Bon, les gens,
ils n'ont pas spécialement conduit, comment ça s'appelle, piloter un avion, mais je pense que si on les met à faire du pilotage, ils vont vite décoller, ils vont vite apprendre. Cette partie-là qu'on sous-estime maintenant de nos jours, mais qui pourtant dans l'esprit français est très, tu vois, moi je vois les judokas, maintenant je fais ma thèse sur le judo, je vois qu'ils apprennent des jeux aux enfants pour leur apprendre à chuter, etc. Et que les enfants, ils apprennent beaucoup mieux à chuter par le jeu que si on leur faisait faire des répétitions, ça les saoulerait au bout de 2 minutes, ce serait terminé. Et je pense que ça, dans l'avenir, ce sera une partie pédagogique très importante. Il n'y a pas que les enfants. On apprend tous mieux en s'amusant, en prenant du plaisir. Alors les enfants, ils ont une capacité beaucoup plus grande dans leur évolution. Ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses, donc ils jouent beaucoup. Et c'est vrai qu'ils apprennent beaucoup en s'amusant. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des approches ludiques. Ludique, ça ne veut pas dire qu'on joue... Ludique, ça veut dire qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est complètement déconnecté de la pratique. Mais les adultes, c'est pareil. Ils vont apprendre beaucoup plus s'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font. Parce que du coup, c'est plus vécu. C'est pas vécu comme une souffrance ou comme un sacrifice. C'est vécu simplement comme une partie de plaisir. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Je pense que à l'avenir, les jeux, les systèmes connectés, ça va beaucoup influencer la manière d'apprendre les arts martiaux, les sports de combat. Ça va être un gros truc. Ouais, et puis ça, pour moi, tout ce qui peut motiver et apporter des informations pour l'apprentissage, c'est très positif. Voilà. Après, au bout du bout, il faut pratiquer. Il faut quand même, il faut quand même bouger, il faut faire. Je disais sur le fond et la forme, c'est-à-dire que ça va aider sur la forme. Ce sera une forme de plus, ce sera un pas en plus pour arriver vers une forme correcte. Et sur le fond, ça changera rien. Il faut avoir un prof, il faut pratiquer au dojo, il faut faire du sparring, il faut s'entraîner. C'est ça. Donc je voulais rappeler que tu es auteur chez Budo Édition avec plusieurs volumes, dont le karaté nouvelle approche et dont les bunkai, l'art de décoder les katas, qui sont 2 gros volumes que tu as écrits dernièrement sur le karaté. Il y a aussi des volumes plus courts que tu as écrits comme La vie est un dojo, qui est un volume de réflexion sur notre aspect martial dans la vie de tous les jours. Le karaté nouvelle approche que j'ai montré, et surtout il y avait aussi voilà, celui-ci et celui-là. Donc celui-ci, le karaté efficacité à portée de main, et celui-là, le karaté personnalisé, qui sont 2 volumes qui peuvent aider les pratiquants, en particulier les jeunes, mais pas seulement, à évoluer sur leur chemin de pratique, à pouvoir aller plus loin dans leur compréhension du karaté. Je voulais te remercier d'abord d'avoir encore une fois été avec nous. Donc si jamais vous vous intéressez aux ouvrages sur les arts martiaux, je vous conseille d'acheter les ouvrages d'Areski Uzrut qui sont disponibles sur le site de Budo Édition, qui sont aussi disponibles à la vente dans toutes les librairies, et puis à la Fnac, etc. Ils sont disponibles aussi à la commande sur Amazon, sur le site de la Fnac. Ils sont aussi disponibles à Budo Store, si jamais vous habitez la région parisienne. Areski, merci d'avoir été avec nous encore une fois. Et puis merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et je vous laisse et on vous dit à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut! Au revoir, merci.